Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Thomas, comment vas-tu ? Salut Baptiste, écoute, je vais très bien. Je suis très heureux parce que la fin de l'année se profile parfaitement. Et comme on vient de le dire, entre les recrutements et les demandes clients, on est au top. Bon, super, moi aussi je suis ravi de te recevoir, Thomas. Alors je vais te présenter rapidement et puis après je te laisserai compléter, amender les bêtises que j'ai peut-être dit, que je vais peut-être dire. Donc Thomas, tu es le directeur général d'une société qui s'appelle Seven, comme 7 en anglais, société de conseil spécialisée sur la formation à tout un tas de domaines, avec une méthodologie qui vous est propre et je pense sur laquelle on va revenir un petit peu en détail. Tu es aussi directeur d'un master à Neoma. Alors plus Plus. plus Ok, depuis tu l'as été. il y a un mois et demi, Tu, exactement. tu l'as été pendant plus de 6 ans, donc je pense qu'il y a aussi Absolument. quelques petits enseignements. On va beaucoup parler de pédagogie aujourd'hui ensemble. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs vont apprécier. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as aussi dit que tu as monté une école Yes, euh, yes. primaire, AMR élémentaire. en Ouais. 2015, primaire élémentaire, exactement. Ok. 55 Bon. élèves la première année. Bon, donc tu baignes dans tous ces sujets learning, et puis c'est un peu la thématique du jour. Je disais, on va parler pas mal de pédagogie, des bons ingrédients pour former ses équipes, pour soi-même se former. Yes. Ça va être un peu notre fil rouge. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, est-ce que je peux te demander de compléter la petite présentation rapide que j'ai faite de toi ? Bah écoute, c'est pas mal. C'est-à-dire que Seven, Seven englobe beaucoup de choses pour moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ramifications. Euh, c'est un cabinet de conseil en formation qui fait des formations qu'on n'oublie pas, ou en tout cas c'est l'ambition. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Il manque quoi? Il manque que j'ai deux petits garçons de 2 et 7 ans. Ça me paraît important parce que quand on est dans l'apprentissage, on est toujours sidéré de voir la capacité d'apprentissage des petits, que ce soit les mots, les fonctions basiques, enfin tout un tas de choses. Et d'ailleurs, ça interroge sur la façon dont ils apprennent. Et c'est vrai, quand on s'appelle Seven avec le 7, c'est les intelligences multiples. Quand on s'appelle Seven avec les intelligences multiples, on est toujours étonné de constater que les enfants ne nous ont pas attendus pour appliquer l'apprentissage de différentes façons et pas uniquement de la façon top-down dans une classe. Sur la présentation, tu pourrais dire que qu'est-ce qui manque d'autre? Non, effectivement, on fait des formations et je fais à titre personnel des formations en entreprise, en école, pour des individus, des particuliers, en France, à l'étranger, et vraiment il y a ce côté hyper généraliste, cette envie de toucher à toutes les formes d'apprentissage qui me caractérise bien, je pense. Ok. Est-ce que tu aurais, encore une fois, qu'on rentre dans le détail, quelques exemples ou de clients que vous avez chez Seven pour qu'on voit un petit peu Mais je quel... peux te dire, par exemple, mercredi, là, dans 2 jours, de 9 à 12, je serai chez des avocats, donc l'expert, pour les former à la posture notariale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand mon client me parle d'une certaine façon, eh bien, est-ce que je peux préparer, travailler, avoir quelques clés pour pouvoir, du coup, bien répondre, entre guillemets. Les clients Seven, on a Big Mama, donc les restaurants Big Mama, qu'on accompagne, que ce soit dans le management pour les équipes dirigeantes, que ce soit ça va jusqu'à des cours de langue pour les Italiens, par exemple, qui viennent vivre en France. On a formé Buffalo Grill, on a formé des équipes de dirigeants et d'adjoints de Buffalo Grill au moment du Covid à la gestion du changement. C'était pas une mince affaire. On a beaucoup en fait de clients différents, très variés. On a formé des nounous chez Plaisir d'enfance. On forme PayFit, la gestion de clients. On forme au management. Les exemples que je pourrais prendre, c'est EY, cabinet EY, c'est notre premier client d'ailleurs depuis des années et des années. On les forme au management, comment accompagner des jeunes qui, 27, 28, 30 ans,
se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume, avec tout un tas d'injonctions, de résultats business à avoir, et puis des équipes à manager qui étaient 6 mois avant, un an avant leur père. Donc comment faire pour avoir des outils et ressortir d'une formation avec un outil à la fois simple et applicable qui puisse me permettre d'être plus fort dans le quotidien de mon job. Voilà ce que fait Seven. Et en parallèle de ça, on a toute une activité historique qui est l'activité des écoles, c'est-à-dire dans les écoles, donc écoles, fac, grandes, moyennes. Donc ça peut être des écoles comme Neoma, que tu as cité tout à l'heure, ça peut être Sciences Po, ça peut être l'ESMOD, des écoles de mode, enfin il y a vraiment tout type d'écoles. Ça peut être des écoles à Beyrouth, je sais pas si on y reviendra, mais l'international c'est hyper important pour nous. Eh bien, dans ces écoles, tu as et besoin de former le staff, c'est-à-dire les profs, les train the trainers, et besoin de réinventer la façon dont on dispense les cours, pour certains cours, quand on est sollicité. Ok. Bah, merci Ce qui beaucoup est pour. intéressant, c'est que le lien entre les deux, l'un nourrit l'autre, si tu veux. Ouais. D'un point de vue pédagogique, on pourrait dire que les écoles, c'est notre labo, tu Ok. vois, et les entreprises, le terrain de jeu. Ok. Hyper clair. Merci beaucoup pour l'illustration, pour les quelques illustrations. Je voudrais revenir sur cette formule, alors à la fois très marketing et très magique. Tu parlais de formation dont on se souvient. J'ai envie de. On va attaquer le sujet Voilà. pédagogique par là. C'est quoi une formation dont on se souvient? C'est quoi les ingrédients à mettre? Alors là, enfin, tu me dis merci pour l'illustration. Tu vois, l'illustration, c'est un point central, mais absolument central de la pédagogie, et pour moi qui est vraiment peu utilisé, et d'ailleurs que tout un chacun peut utiliser. Je vais te faire un petit, euh, un petit hack, une petite démo hyper facile que tout le monde peut se faire. C'est, je vais te demander de penser, d'ailleurs, ou de ne pas penser. Je vais juste mentionner la Tour Eiffel qui scintille. Tu vois, je mentionne la Tour Eiffel qui scintille, et je te demande en fait, que, que je te demande d'y penser ou même que je te demande de pas y penser, tu peux pas ne pas y penser. Tu vois, pour une raison simple, c'est que c'est une image et que les images, notre cerveau, quand il reçoit une image, il peut pas ne pas la prendre. Euh, Seven, c'est ça, c'est-à-dire c'est associer des images fortes à des concepts, à des idées, à des théories, de façon à ce que tu puisses plus en fait, chaque fois que tu penses à la Tour Eiffel ou à chaque fois que tu penses à ton outil, tu vois la Tour Eiffel et à la limite, peu importe, mais tu peux pas ne pas penser au fait que là, je viens de te parler de la Tour Eiffel, tu vois. Et ça, si on zoome un petit peu d'où ça vient, et là, je mentionne mon petit Oscar de 2 ans, lui, il a 2 ans et il apprend des images, en fait. C'est-à-dire qu'il il collectionne les images, il empile les images, il a des imagiers d'ailleurs. Tu vois, il a un imagier du père Castor que ma mère m'a offert parce qu'il paraît que je l'avais quand j'étais petit. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait lui il a des images. Tu vois, une image de girafe. Il a jamais vu de girafe, mon fils, mais il sait très bien ce que c'est qu'une girafe, tu vois. Et c'est ça l'idée, c'est que depuis qu'on est tout petit, on a des images, on a appris comme ça, c'est une des façons, bien sûr. Et nous, on, on crée des successions d'images fortes associées à des concepts, et du coup, les gens les retiennent. Si c'est bien fait, tu vois, faut pas surenchérir, faut pas qu'il y ait trop d'images, il faut pas que ce soit tu vas pas associer la tour Eiffel qui scintille à n'importe quoi, mais si tu le fais une ou deux fois, tu répètes le message plusieurs fois, les gens retiennent très bien. Ok. Alors du coup, comment on translate de l'imagier de ton fils de 2 ans à, je sais pas, on va dire quoi, un manager chez Big Alors, Pharma qui doit gérer son équipe au quotidien. J'ai bien le concept d'image, ça y est, je l'ai. ça c'est un point. Un parmi deux. Concrètement, ouais, c'est dans quel type de séquence, à quel rythme, quelle Alors, durée. l'image, c'est le côté on ne peut pas oublier. À quel rythme, c'est le cœur de notre méthodo et de ce à quoi on croit. C'est-à-dire que le temps passé sur chaque séquence va être absolument essentiel pour garder ta concentration, garder ton intérêt et à l'intérieur mettre des contenus. Les rois de ça, c'est les scénaristes de séries télé. C'est-à-dire que eux, leur objectif, c'est de trouver le bon dosage entre
Bah, tu vois, le flashback, le cœur de l'intrigue, les accessoires, le petit côté un peu romance, le petit côté un peu action. Et d'ailleurs, c'est un métier de séquencer ça. Eh bien, le métier d'ingénieur pédagogique, donc de celui qui conçoit la trame, celui qui construit le storytelling, un peu ton métier. C'est-à-dire, ton métier, toi, c'est dans le cadre d'un podcast, de séquencer, de rythmer. C'est-à-dire que si on est trop sur un thème ou pas assez, bah, si c'est trop dans le concret ou pas assez, ça va pas. Donc, l'idée, ça va être en amont de prendre une problématique classique, par exemple, bien délégué. Par exemple, je reviens sur le garçon de Big Mama. Par exemple, faire un recadrage, tu vois, gérer un conflit dans l'équipe. Par exemple, euh, organiser sa journée. Tu vois, des thématiques très classiques de management. Et derrière, tu vas prendre tout le contenu que tu veux lui transmettre, tu vas le découper en petits morceaux, et, et ce découpage, tu vas associer chaque morceau et ça c'est la méthodologie Seven, à une intelligence, ou plutôt à des couples d'intelligence, parce que c'est la théorie dite des intelligences multiples. Donc ça, le 7, c'est les 7 intelligences multiples de Howard Gardner. Donc ça, c'est pour le clin d'œil, tu vois, on s'est appelé comme ça parce que c'est important. Mais derrière, la traduction de ça, c'est quoi? C'est vraiment, tu découpes ton contenu en petites séquences, et à l'intérieur de chaque séquence, tu vas t'assurer que tu vas changer de façon de transmettre. Et pourquoi faire ça? Un, parce qu'on est tous différents. Et donc, du coup, on reçoit les choses d'une façon qui est différente. Donc, le fait de changer et de balayer les intelligences va faire que tu touches, tu touches un peu tout le monde. Et d'ailleurs, tu peux t'amuser si tu mesures derrière à constater que tout le monde n'a pas été touché par la même séquence. Et derrière, alors, en disant aussi que la pédagogie, et tu le sais très bien, c'est l'art de la répétition. Donc, l'idée, c'est de répéter le même message avec des façons différentes, avec des intelligences différentes. Et derrière, euh, euh, bah, la deuxième chose, c'est que en répétant les choses, tu, tu vas les retenir, et tu pourras du coup les mettre en œuvre. Hyper clair. Alors, est-ce tous nos auditeurs, et même moi, je suis pas sûr d'avoir les 7 intelligences, Ah, les je peux connaître te les peut-être redire par très cœur. vite. Je veux bien que tu me les dises, et surtout, tu vois, Comment? si tu arrives à nous dire, sans nous dévoiler tout ce qui est dans le moteur, hein, c'est pas l'idée, mais de se dire, bah voilà, s'il y a cette intelligence, donc concrètement, ça pourrait être ce type d'activité, ou, tu vois. Bien sûr. Alors, les deux classiques, c'est les deux du quotient intellectuel. Donc, c'est la logico-mathématique et verbo-linguistique. Euh, Globalement, la plupart des cadres, en tout cas en France, sont le résultat de cette sélection. C'est-à-dire que si tu es fort en maths, en logique, et que tu connais des synonymes et éventuellement plusieurs langues, bah, tu es monté dans les échelons, tu as fait un bac plus 2, 3, 4, 5, et puis souvent tu as été sélectionné pour ça. Donc ces deux-là, je vais pas les illustrer, même si elles sont très importantes, mais on les connaît. Les 5 autres, alors il y en a une, c'est l'intelligence visuelle et spatiale. Donc celle-là, c'est celle que j'ai mentionnée avec l'exemple de l'image. Trouver la bonne image au bon moment. Et alors, ça peut aller assez loin. Il y a les travaux d'un garçon qui s'appelle Bruno Hurst, qui a écrit Au plaisir d'apprendre, et qui d'ailleurs fait le lien avec les enfants de 4 ans, et qui parle des topogrammes. Donc c'est le nom français de mind mapping. Tu vois, la logique, c'est que tu as des gens qui apprennent bien ou mieux, ou qui aiment les synthèses avec cette espèce de champ en 2 ou 3 dimensions. Ça, c'est un exemple. Cette intelligence, il arrive qu'elle soit saturée avec l'usage de trop d'images, ou alors c'est pas aussi simple, mais beaucoup de PowerPoint. Tu vois, si tu satures d'images comme ça, mais c'est rarement des images d'ailleurs dans PowerPoint. PowerPoint, c'est plus subtil, il n'y a pas que la visuelle. Mais bon, donc ça, c'en est une. Tu as une intelligence qui est très peu mobilisée, c'est l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du corps. Et ça, c'est génial parce que c'est l'intelligence que tu mobilises pour apprendre à faire du vélo. Tu vois, on n'envisage pas un parent faire un PowerPoint à son gamin pour lui apprendre le vélo. Tu vois, même si ce serait peut-être rigolo, hein. Mais on n'envisage pas quelqu'un te décrire comment faire. Tu vois, l'idée pour l'apprentissage du vélo, en tout cas, le plus commun, c'est de se mettre dessus, et puis Alors, il peut y avoir des explications, il peut y avoir des images. Je pense qu'il y a des gens qui regardent des tutos aujourd'hui, mais tu vois, l'idée c'est de se dire on va passer à l'action. Et quand il s'agit de faire du management, par exemple, passer à l'action, je peux prendre l'exemple d'une formation sales, par exemple. Tu vois. Euh, Plutôt que de dire tout ce que doit faire un bon vendeur, eh bien, on va mettre une séquence de 20 minutes où on va appeler
les participants de la formation et ils vont devoir répondre, tu vois. Et là, c'est dur. Complètement. Mais la mise en situation, si tu fais 3 heures de théorie et 3 heures de mise en situation, c'est beaucoup moins riche que si tu fais 20 minutes sur un point précis et derrière, que la personne soit prévenue ou pas d'ailleurs, mise en situation avec un tel qui t'appelle. Alors ça peut être ton voisin de formation, ça peut être quelqu'un d'extérieur, ça peut être le formateur, peu importe à la limite. On le fait souvent avec des anciens du GIGN qui viennent former des sales, avec comme mécanique derrière le fait que les négociateurs du GIGN négocient beaucoup par téléphone, tu vois. Et donc, tu as tout un tas de techniques d'élicitation. L'idée, c'est pas de leur faire croire qu'ils ont des métiers similaires. L'idée, c'est juste de leur dire que ce sont des gens qui ont travaillé à l'extrême l'objectif qui est de faire passer un message à quelqu'un. Donc ça, c'est la deuxième, tu vois. Alors, il y a pas d'ordre, hein. Là, je les ai prises, je vais noter parce que sinon, je vais pas m'y retrouver. Donc, la visuelle, le corps, kinesthésique. Tu as, alors, interpersonnel, intrapersonnel. Ça, c'est fantastique. Interpersonnel, c'est la capacité à se recentrer, à se maîtriser, à maîtriser ses émotions. Et l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à apprendre de l'autre. C'est-à-dire, en préparant cet échange, je me suis dit comment est-ce que moi j'apprenais. Et moi, comment est-ce que j'apprends? J'apprends beaucoup en transmettant moi-même un contenu. C'est-à-dire que quand tu vois, je m'approprie un contenu, je le transmets. En général, quand je le transmets, je le connais. Tu vois. Et il y a des gens qui font ça, et c'est des gens qui mobilisent l'intelligence interpersonnelle, pardon, pour apprendre. Donc concrètement, la formation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as un temps où tu vas reformuler ce que tu as appris à ton voisin. Il y a un temps intrapersonnel où tu vas réfléchir, mobiliser ta connaissance sur le sujet et l'exprimer au groupe. Et c'est ça qui est fantastique avec cette méthode très simple, c'est que derrière, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas de grande magie. Je vais te donner un des deux qui manque. Il n'y a pas de grande magie. On est beaucoup sur une méthode assez précise de la discipline, de l'exécution dans la préparation du Sevener, celui qui forme. Et derrière, on fait finalement ce que tu retrouves dans beaucoup d'autres formations, mais qui sont faits à des moments soit aléatoires, soit sur des durées trop longues. Les deux dernières, donc là, c'est les deux inter et intra. Tu me diras si c'est clair hein, pour toi. C'est ultra clair. Mais tu mets bien interpersonnel et intrapersonnel dans la même. Non, je les ai mis ensemble pour que tu vois pour que le message passe. Mais l'idée c'est inter, c'est t'apprendre l'autre et intra, t'apprendre de toi. Tu vois. J'aime bien l'image que j'aime bien prendre. Tu vois, je sais que j'aime bien les images. Là, tu sens que l'image que j'aime bien prendre sur l'intrapersonnel, tu vois, c'est la capacité que certaines personnes ont à tirer un penalty vu qu'on va arriver dans une période de Coupe du Monde, même si je sais pas si tout le monde va la regarder, ou la capacité, tu vois, à tirer au basket un lancer franc. Quelle est la différence entre le tirer seul à l'entraînement ou le tirer devant 2 millions de personnes qui te regardent, tu vois. Et ça, la capacité intrapersonnelle, la capacité à maîtriser ça, tu vois, maîtriser la pression. Ok. Tu le vois, toi, avec les personnes que tu interviews. Dans le cadre de ton podcast, tu as des gens qui sont plus ou moins à l'aise. Et en général, c'est lié à cette capacité à maîtriser son intelligence intrapersonnelle, tu vois. Interpersonnel, tu vas poser des questions, tu vas te mettre beaucoup plus en sparring partner, et dans ces cas-là, tu vas voir qu'il y a des gens qui donnent leur potentiel complètement, tu vois, parce qu'ils préfèrent répondre, ils sont plus dans l'interaction que dans le parler de vous. Mais derrière, l'idée, c'est pas de dire un tel est comme ça ou comme ça. L'idée, c'est de dire on a toutes ces intelligences, on les développe tous plus ou moins, tu vois, et où on est tous plus ou moins conscients de les développer. Mais derrière nous, on utilise ça juste comme le AO, la méthodo, pour voilà, rythmer nos contenus et derrière faire qu'à la fin, tu as des gens qui vont te dire ah, j'ai beaucoup aimé telle séquence, l'autre, telle séquence et ainsi de suite. Et à la limite, peu importe, pourvu que le message soit passé. Ok. Allez, la dernière, ouais. La dernière, c'est la. Alors celle-là, elle est vraiment peu utilisée en formation et elle est fantastique. C'est l'intelligence rythmique et musicale. La capacité à être en rythme. Et celle-là, tu vois, on pourrait se dire quel rapport? La musique et la formation de mon manager chez Big Mama. C'est presque central en fait, je pense. C'est que, alors, je vais pas te dire que la vie c'est le rythme, on va pas aller là-dessus. Je vais pas te citer Kezia Jones, mais ce que je vais te dire, c'est que en fait, tu vois, quand t'es avec ton manager par exemple, s'il te sollicite une fois par semaine ou une fois par jour, une fois par mois, t'as des gens pour qui c'est trop fréquent et d'autres pas assez. Et en fait, tu sens que quand t'es manager, il faut que tu ailles voir chacun de tes collaborateurs avec le bon rythme, sachant qu'ils n'ont pas le même rapport au rythme. Si j'étais un peu provoque, j'irais dans le couple.
Alors ça, je l'ai pas dit quand je me suis présenté, mais j'ai monté une boîte de formation pour les gens qui se marient et quand tu as notamment deux religions. Et tu vois, le rythme dans le couple, c'est fantastique. C'est-à-dire que tout le sujet du couple, c'est d'être en rythme, en fait. Tu vois, si tu vois l'autre trop souvent, ça va pas assez, ça va pas, et sachant que ça évolue. Donc, pour revenir au contenu, à la formation, l'intelligence musicale et rythmique, donc c'est le cœur presque de Seven, trouver le bon rythme. Et à l'intérieur d'une formation, c'est ça, euh, tu ne sais pas la personne que tu as en face de toi à quel rythme elle va, donc tu vas l'anticiper, et puis tu vas te tromper parce que t'as jamais, tu sais pas en fait, tu sais pas si elle est fatiguée, tu sais pas si elle connaît le sujet. Et donc l'idée, ça va être de lui demander de faire des points de passage réguliers pour finalement te rendre compte que le rythme qu'il fallait prendre, c'était ça. C'est hyper clair et c'est marrant. Alors, je reviens sur celle-ci parce que pour moi, elle résonne d'une autre façon. Ouais, C'est c'est plutôt sur ce que tu dis tout à l'heure, c'est apprendre, c'est répéter. ouais, Et je trouve que, enfin, moi, je le vois à la fois sur le prisme de je m'intéresse au sujet learning, mais aussi sous le prisme je monte une entreprise et ça prend du temps. Et c'est plutôt dans la capacité à être là tous les jours, en faire un petit peu, revenir sur des sujets, avoir des points réguliers avec nos clients, nos partenaires, nos collègues, nos associés, qui font que tout ça s'améliore au fil du temps. Tu vois, il y a ce côté dans le rythme, je trouve aussi beaucoup ce qu'on va mettre dans test and learn, l'agilité, enfin, tu vois, tous ces sujets, de dire, bah, en fait, ça enfin, décomplexer aussi les choses en disant, bah, en fait, ça sera pas bien tout de suite, c'est pas grave. Tu reviens, tu reviens, tu construis, tu construis. Et c'est plutôt la fréquence de la boucle de retour que je retiens là-dessus. En tout cas, enfin, voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais je le retrouve là-dessus, ce côté rythmique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir expliqué là les 7. Tu voulais ajouter un point? ouais. Sur ce que tu viens de dire, c'est que si tu vas sur Twitter, même en ce moment, tu vas voir que je pense un message sur 10, allez, un sur 5, il te parle de discipline, il faut se focus, ce qui compte, c'est de pas abandonner, les petites marches, tu vois, Ouais. c'est très amusant, cette espèce comme si l'être humain qui partait un peu dans tous les sens avait besoin d'injonctions pour se rassurer. Et ce que tu viens de dire sur le management, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, je fais même pas beaucoup de différence entre l'apprentissage au sens large et le management. C'est-à-dire que le management, on pense que c'est manager quelqu'un, mais la réalité, c'est que je pense que les deux apprennent tout autant. Et du coup, je pense que la régularité. Moi, je suis un ancien contrôleur de gestion avant. J'avais bossé chez J'ai vu L'Oréal. ça. J'ai vu ça en préparant. Je me suis dit, tiens, faut que je lui en parle à un moment. J'avais bossé 5 ans chez L'Oréal et j'ai appris plein de choses là-bas. C'est une bonne période de ma vie. Et en fait, il y a rien de plus rythmé qu'un contrôleur de gestion, tu vois. Euh, et, et ça a des côtés très rassurants, ça a des côtés très protecteurs pour l'organisation, pour les gens, même quand tu leur fais le point budget et qu'ils arrivent en ronchonnant en disant ah un point budget, la réalité c'est que c'est des marqueurs de l'organisation, tu vois. Et du coup, je pense que euh, en fait, il y a beaucoup de bons côtés à la routine. Et je pense que le risque, c'est l'excès de routine, tu vois. Mais quelques routines bien stables et puis des moments où tu peux te le. En fait, c'est amusant parce que on y revient toujours, mais le bon contenu, la bonne construction d'une formation, c'est ça, en fait. C'est les éléments de routine qui vont te rassurer, qui vont te mettre dans un environnement stable où tu peux te détendre et apprendre. Et puis au milieu, les moments qui te surprennent, les images qui te marquent et puis les rencontres que tu vas y faire. Ouais. Et puis pour finir ce chapitre là sur le rythme, je trouve qu'il y a aussi un truc intéressant dans. Alors, je pense qu'on arrive à un moment où on est bombardé d'informations. Ouais. Du coup, on est bombardé d'incertitudes. Et ce que tu disais exactement, je vais pas paraphraser, mais dire bah en fait là-dedans, notre salut viendra aussi du fait qu'on est capable de mettre un pied devant l'autre sans vouloir changer du tout au tout du jour au lendemain, quoi. C'est plutôt de se dire, bah tiens, on construit les choses petit à petit. Bon, merci encore une fois là pour d'avoir pris le temps de réexpliquer les sept intelligences. Je trouve que c'est hyper intéressant pour comprendre ce que tu disais juste avant, qui est de dire, bah en fait j'ai bien aimé aussi le terme de on scénarise nos formations. Je vais revenir un petit peu là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant. Ce que je comprends derrière, c'est que vous faites. Alors, j'imagine que vous avez votre boîte à outils, vous savez ce qui marche, choses comme ça, mais il y a quand même un côté un peu
sur mesure, tailor-made, en disant bon, on va faire exactement le parcours qui correspond à la philosophie de la boîte, aux gens qu'on a en face de nous, aux sujets sur lesquels on veut les former. C'est quoi un petit peu la... J'imagine qu'il y a une grosse phase de préparation hein, sur ces séquences. Vous n'arrivez pas juste pour délivrer une formation en mode abattage. Euh, c'est quoi un petit peu les... Tu vois, quand tu es vraiment dans la phase de design de ton scénario, et je reviens sur le scénario parce que je trouve ça hyper intéressant, parce que tu as commencé à esquisser sur une sorte d'arc narratif en disant, bah ouais, faut qu'il y ait une sorte de quête, faut qu'on ait un but, il va y avoir des moments où ça va être un peu dur, des moments où il va y avoir des alliés qui vont arriver, des ruptures de pattern aussi. Je pense que ce que tu disais sur les 7 intelligences, vous l'utilisez aussi vachement pour faire ça, là, changer un peu, les faire sortir un petit peu de leur, justement de la routine et d'avoir des moments un peu marquants dans la formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces phases de design combien de temps ça vous prend? C'est quoi les ingrédients que vous mettez en entrée? Comment vous vous organisez là-dessus? Alors, tu as un point qui est très important, c'est que l'apprentissage, il se fait rarement uniquement pendant la formation. Et si on prend un peu, si on extrapole un peu, c'est au sens large la logique de l'alternance, tu vois. Pas uniquement pour les étudiants, mais en général. C'est-à-dire que si, tu vois, si tu as 2 jours de formation collés, consécutifs, en général, ça a moins d'impact que un jour espacé de 10-15 jours. Tu vois. Ça a même souvent, alors ça dépend des contenus, encore moins d'impact que 4 demi-journées espacées. Alors en général, c'est un jour puis des demi-journées. Alors l'idée, je vais répondre à ta question de scénarisation et effectivement de sur-mesure. Euh, la culture d'entreprise, l'entreprise face à laquelle tu te trouves, elle a un rythme qui est pas le même. Enfin, chaque entreprise a son rythme en réalité. Je peux prendre un univers que je connais bien, c'est l'univers des sales, pour les avoir formés à Neoma. Donc, je dirigeais un master pendant 6 ans. Euh, je peux même prendre L'Oréal, où tu peux prendre différentes marques ou différents métiers. Si je prends l'exemple des sales, on va prendre des sales chez L'Oréal. Euh, ils ont des mois avec des objectifs mensuels à atteindre. Donc, si tu leur cales 2 jours de formation le 24 du mois, bah, je pense que t'as pas compris leur métier et t'as pas compris pourquoi ils seront pas là à ce moment-là, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut mettre les formations sales le 4 du mois, mais ça veut dire que tu dois te poser la question de la disponibilité de ces gens de façon raisonnable. Et donc, la phase de préparation, c'est un travail avec, en général, le commanditaire, c'est souvent le RH, c'est souvent le DG. Et l'idée, c'est très très vite d'être mis en relation avec des managers ou enfin, les personnes qui vont être formées pour pour leur poser des questions assez ouvertes et les écouter. Parce que tu vas te rendre compte que entre le brief initial et la réalité de ce dont la personne a besoin, souvent c'est pas la même chose. Et là, il va y avoir une confrontation assez intéressante. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est intéressant parce que on est certifié Calliope depuis 1 an maintenant. Calliope, c'est la norme, tu sais, tu dois connaître. C'est la norme dans l'éducation. Et Calliope, ils ont mis en place 32 indicateurs, bon, X pour les organisations de formation, organismes de formation. Mais Calliope, en fait, ils demandent maintenant, et c'est génial, ils demandent de faire un vrai travail sur le positionnement pour savoir si qui a demandé quoi, et de façon à ce qu'à la fin, l'expérience soit bonne pour le participant. Parce que nous, Seven, comme on a mis en numéro 1, on a mis l'expérience de l'apprenant et ce qu'il en reste, tu vois. Je parle pas de ROI de la formation, parce que c'est trop contrôle de gestion de mon job d'avant, mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en reste, et du coup, qu'est-ce qui va pousser une organisation à investir X milliers d'euros, et surtout, parce que les gens parlent du coût de la formation, mais surtout X temps de tous ses collaborateurs. C'est ça le vrai, voilà, le vrai coût, il est là. Le coût de, tu vois, le vrai coût, il est là. Il est effectivement sur les formations Seven, mais c'est les deux. Donc, il y a vraiment cette première phase qui est une phase alors je vais pas te dire d'écoute, je vais te dire plutôt d'échange pour savoir de combien de temps on dispose raisonnablement, quelle est la nature du problème, est-ce qu'on arrive parce qu'il y a un conflit, il y a une crise, il y a un turnover élevé, il y a plus de résultats. S'il y a plus de résultats avec ton équipe sales, bon, bah là on peut prendre 3 jours et tout mettre à plat.
Si ça marche bien, mais qu'il faut les former parce que, je sais pas, on s'est rendu compte que en passant du présentiel au distanciel, il y avait des ajustements à faire. Bon, ben là, on est peut-être moins pressé. Donc, quelle est l'urgence? Quel est le nombre de personnes? En fait, tout un tas de questions qui ont l'air un peu basiques, mais qui sont très très importantes en réalité. Et qui font derrière que chaque formation est unique, mais pas pour le dire, tu vois, pas pour faire les malins. Si on peut tout standardiser, nous on le fait, mais parce que, ben voilà, une équipe tu vois, formation au management. Est-ce que les managers que l'on va former managent des collaborateurs ou est-ce qu'ils managent des collaborateurs qui managent eux-mêmes des collaborateurs? Bon, ben ça change tout. C'est pas le même métier, c'est pas la même formation. Ça s'appelle formation de manager, mais ce sont deux métiers différents. Est-ce que tu parles à quelqu'un qui travaille en remote? Moi, j'ai ma femme qui travaille chez Google. Là, elle est partie aux États-Unis pour 3 jours. Bon, à Washington. Bah, elle, si je la forme avec les outils que l'on met en place chez Vitaliance, par exemple, qui est une entreprise de service à la personne, en fait, ça n'a aucun sens. Tu vois. Donc, ça va être qu'est-ce qu'on appelle management chez vous? Quel est le temps disponible? Nous, souvent, on demande. Alors ça, je sais ça dépend. Il faudrait sans doute un peu plus de nuances, mais on recommande le plus souvent de mélanger les grades. Parce qu'on trouve ça fantastique, justement, sur les thématiques de management, de montrer que c'est pas souvent le plus gradé qui connaît. On aime bien aussi montrer le côté réflexif, le caractère réflexif des outils, le côté, le management, souvent, on pense que c'est descendant, mais pas du tout. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser de la même façon pour manager la personne qui te manage. Et puis enfin, on aime bien ce côté interpersonnel des formations qui fait qu'à minimum, si tu as Enfin voilà, à minimum du minimum du minimum, tu repartiras avec une vision de ton voisin qui est différente parce que tu n'imaginais pas que le type de la supply ou que la fille, je sais pas, du service IT, bah, puisse peut-être avoir les clés des sujets que tu rencontres. Donc pour résumer, enfin faut pas que je fasse le prof quand même. Tu vois, en synthèse, Vas-y, en synthèse, un ouais. vrai temps d'écoute. Tu as un vrai temps d'écoute et d'échange, sachant que tu peux tomber sur des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent et des gens qui savent pas du tout ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent te demander qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, qu'est-ce que vous nous recommandez de faire, ou au contraire, on a déjà mis ça en place, ça marchait pas, il faut le reprendre, ou alors ça marchait, mais je sais pas. Enfin, donc, le premier temps, c'est vraiment le besoin, clarifier le besoin à fond, et le besoin surtout tourner pour les participants. Et avec vraiment comme promesse, enfin c'est pas promesse, comme croyance que plutôt que de réfléchir aux besoins de la personne, si on lui demande incroyable, souvent elle va Ouais. l'écouter. Tu vois, ça c'est un truc très très basique. Et c'est amusant parce que c'est aussi ce qu'on fait dans la formation. C'est dans la formation, tu attends pas la fin de ta formation pour envoyer un questionnaire. On le fait en plus, mais c'est une question de rythme en fonction de ta Ouais. formation. Tous les X, tu vas demander est-ce que c'est bon, est-ce que tu apprends, comment ça se passe. Et souvent d'ailleurs, tu vas utiliser les temps de pause et le temps de déjeuner pour sonder. Et sans faire des tactiques, hein. C'est tu vas dire aux gens comment ça se passe. et, euh, et en fait, ils vont te Il n'y a regarder. pas de hack. Il n'y a Non, pas de hack ils vont te le magique. dire. Et voilà, ils vont te le dire. Et surtout, ils demandent que ça en réalité. Tu vois. Et après, donc sinon, une fois que tu as fait vraiment cette phase de diagnostic, derrière, il y a une phase de rédaction, donc trame. Là, on a un super outil qui s'appelle le Seven Builder. Donc ça, c'est du homemade. On a des devs chez nous qui nous ont permis d'avoir un outil collaboratif pour co-construire avec nos formateurs et qui nous permet aussi de pouvoir démultiplier une formation, de la donner à 2, 3, 4, 10, enfin, en simultané. Et cet outil-là, eh bien, il décompose le contenu, associe des intelligences et des comportements pour les formateurs et fait une trame super précise pour qu'on puisse savoir ce que transmettent nos formateurs. Super clair. Merci, Bon. professeur. Non, mais je suis content que ça le soit parce que ça fait 8 ans qu'on bosse dessus quand même. Non, mais c'est super clair. J'ai encore deux petites questions sur ce que vous faites chez Seven. Après, j'aimerais qu'on garde un tout petit peu de temps pour que tu nous parles de ton expérience de créateur d'école, parce que ça, c'est quand même un Vas-y. sujet sacrément intéressant. Deux petites questions. Il y en a une, c'est... alors, je te la pose, mais je Vas-y, sens vas-y. que j'ai déjà la réponse. Mais au niveau... Alors, depuis... alors, pour les gens qui nous écouteraient dans 40 ans, on sort de 2 années d'épidémie. Donc on a travaillé, on a tous appris en mode crash test à mieux travailler à distance. Ouais. Aujourd'hui, vous faites du distanciel, vous insérez du distanciel dans des formations qui sont plutôt en présentiel, vous êtes plutôt full présentiel. C'est quoi un petit peu
Alors, tu vas me dire, ça dépend des besoins, ça dépend des. Est-ce que tu as quand même des convictions là-dessus, au niveau de la transmission, de l'apprentissage? Nous, on a constaté que les compétences nécessaires pour transmettre en présentiel sont pas les mêmes que celles nécessaires pour transmettre en distanciel, tu vois. Et du coup, du jour au lendemain, on a demandé à des gens de faire comme si c'était les mêmes compétences, alors que c'est pas du tout les mêmes. Dans nos formations de Train the Trainers, on forme en présentiel les formateurs qui doivent être capables de transmettre en présentiel et en distanciel ceux qui doivent être capables de former en distanciel. Ce serait idiot. Enfin, ce serait sans objet de former en présentiel les gens qui doivent former en distanciel. Donc ça c'est très important parce que c'est une partie importante de notre activité. Mais derrière, nous on aime beaucoup le présentiel. C'est pour ça qu'on a monté Seven et aujourd'hui on se définit comme un cabinet de formation. En fait non, la bonne réponse c'est synchrone. On est des formateurs synchrones, tu vois. Soit en présentiel, soit en distanciel, on le fait en live. Mais là, on est en train de développer toute une, des- ouais, une bibliothèque. J'avais bien aimé de voir que dans un de tes podcasts, il y avait un garçon qui avait parlé de Notion comme le dictionnaire. Tu sais, Ouais. Tom Morris. Ouais. J'ai écouté celui-là chez Spendesk et c'est exactement ça, c'est-à-dire on a le dictionnaire et on veut constituer tout un dictionnaire pour que les apprenants puissent avoir, les apprenants, les personnes conformes, puissent avoir entre deux séquences des exercices à faire, des ressources, et puis qu'ils puissent retourner voir des vidéos inspirantes. Ok, super clair. Et, Petit complément là-dessus, tu disais c'est pas les mêmes compétences pour animer en présentiel, en distanciel. Je te rejoins à 100%. Est-ce que tu sais faire un peu un mapping de, ok, les skills à vraiment avoir en tête quand tu tu formes vois, à distance, c'est ça, ou en si on va sur présentiel? la peur du présentiel, c'est d'oublier ton texte. Tu vois, tu montes sur scène et tu as peur de qu'est-ce qu'il faut que je dise et du coup tu vas voir tes notes et ça se voit. Cette peur-là en distanciel, elle disparaît. Tu Hmm. vois, tu peux avoir toutes tes notes de la Terre, tu peux même avoir trois écrans, il y a plus ce sujet-là. Par contre, la peur du distanciel, ça va être la peur du retour. C'est-à-dire que si les gens sont pas connectés ou sont caméra éteinte et que j'ai pas de retour, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Et ça, c'est quelque chose quand tu es en présentiel, tu le vois tout de suite. Donc rien que ça, tu vois, c'est des. Alors, c'est peut-être pas la meilleure façon de parler des peurs pour parler des compétences, mais tu vois déjà que c'est très différent. Ouais. Sur les compétences, je dirais qu'il y en a un qui doit être un peu plus présent dans l'espace, et puis il y a l'autre qui doit être un peu plus travaillé, j'imagine, dans ses intonations. Enfin, je pense que les compétences pour avoir de l'impact sont pas les mêmes. À mon modeste niveau, alors j'aurais quand même fait, je pense, plus de 150 des ateliers en ligne. Ouais, J'associe vraiment, et c'est marrant parce que j'enregistre un podcast au moment où je le dis, j'associe vraiment l'animation distancielle à une émission de radio ou une émission de télé. T'es ouais, vraiment dans cette transmission-là. Alors, t'as un retour en plus, donc c'est quand même cool. Mais c'est pas. Et j'ai fait dans d'autres expériences de la formation en présentiel, ouais, c'est pas du tout la même énergie. C'est-à-dire ouais. que t'animes une journée en présentiel. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je suis vidé à la fin de la journée. Ça me demande beaucoup plus d'énergie. Alors, je pense que c'est chacun a ses appétences, mais en distanciel, t'es vachement plus, je trouve, dans le contrôle. En plus, t'as tes écrans, t'as raison, t'as tes notes, t'as tous tes slides. Tu peux jeter un œil à ce que tu dois dire au moment où tu le dis. C'est quand même beaucoup plus confort, quoi. Pour moi, c'est presque. Enfin, je suis complètement d'accord. Le point commun, ce qui relie les deux, c'est l'obsession de l'auditeur Ouais. et le travail sur le rythme. Tu vois, bien Ouais. faire le début, bien faire la fin, c'est vraiment important. Ok. Dernière question sur la formation. Tu l'as aussi touché du doigt quand tu disais, même si on a un brief, on prend le temps d'écouter notre, j'allais dire, utilisateur final, client final, repartir effectivement de la personne informée, de la personne à qui tu dois apporter de la valeur. Cette approche très marketing de la formation, enfin marketing, c'est pas du tout un gros mot, hein. Moi c'est plutôt un mot très positif dans ma bouche, de dire bah en fait faut Ouais, pas design juste thinking, quoi. former les gens parce que on a comment dire, on doit former les gens parce que c'est une de nos obligations ou que c'est notre job, donc faut qu'on forme les gens. Non, je trouve qu'il y a, enfin, ça c'est un vrai sujet qui se développe et ça se développe d'autant plus que bah il y a une économie de l'attention et que effectivement, si tu vends pas bien ta formation d'interne, les gens vont juste pas y aller ou vont pas comprendre que c'est un besoin pour évoluer ou choses comme ça. Est-ce que toi t'accompagnes aussi tes clients là-dessus? T'as vu des bonnes pratiques?
Au-delà de effectivement repartir du besoin et surtout les écouter très tôt dans le process. Est-ce qu'il y a des trucs sur Alors, moi, j'aime beaucoup l'idée. Je vais te dire peut-être un gros mot dans l'univers de la formation, j'aime beaucoup la frustration. C'est-à-dire, j'aime beaucoup l'idée de c'est bien et ça s'arrête. Et là, je contacte mes interlocuteurs en disant quand est-ce qu'il y en a une autre si tu veux. D'ailleurs, c'est des grands, je pense que c'est un des grands principes de pas mal de séries Netflix ou autres. La frustration, ça veut dire que je préfère quelque chose de très bien 2 fois plus court que quelque chose de 2 fois plus long. Concrètement, comment ça se traduit? Euh, ton émission s'appelle Learning by Doing. On a quelque chose qui marche très très bien chez nous, notamment pour les sales, c'est qu'on donne les mêmes instructions à, je sais pas, 12 participants. Tu leur donnes les mêmes instructions, tu leur demandes de faire quelque chose, tu les mets par deux, et derrière tu prends juste les résultats et tu compares. Et tu leur poses juste comme question, comment est-ce que vous expliquez qu'en partant des mêmes instructions, dans le cadre d'une formation, il y a des résultats qui vont de plus 42 000 à plus 16 000. Et là, en général, tu n'as même pas à poser la question, tout le monde veut savoir en fait. Tu vois, tout le monde veut comprendre pourquoi, quels ont été les mécanismes qui ont fait qu'un tel est arrivé à 42 000 et un tel est arrivé à 16 000. Et à la limite, peu importe que ce soit un tel ou un tel. Ce qui va compter derrière, c'est de dire que si on fait ça et si on fait ça, alors ça fonctionne. Et ça, tu vois, la frustration, c'est-à-dire quand tu construis ta formation et que 20 minutes avant la fin, tu vas faire quelque chose qui va faire qu'on aura la réponse la fois prochaine, vraiment, bah t'as vraiment envie de revenir, tu vois. Et je vais même plus loin. Tu le fais même pas juste 20 minutes avant la fin pour que les gens aient envie de revenir. Tu le fais vraiment parce que, en fait, la meilleure façon d'aider les gens à prendre conscience de l'intérêt de la formation et de tout ce que ça peut leur apporter à moyen et long terme, c'est de leur proposer un produit, tu vois, court, petit, efficace, parce qu'en ce moment tout le monde court partout, ok, et encore, pas tout le monde, mais on va dire ça, et quelque chose de tellement grande qualité qu'ils vont être mais tellement contents de revenir en réalité. Et c'est ce qui se passe dans pas mal de nos formations, c'est-à-dire que tu revois les gens qui t'expliquent, qui s'excusent parce qu'ils ont décalé un call, mais ils vont devoir partir. Enfin, en fait, qui arrivent avec un état d'esprit un petit peu comme si tu t'arrivais à un concert en fait. Je veux dire, tu vois, tu loupes le concert, tu dis pas bon bah c'est pas grave, tu t'es un peu dégoûté, tu vois. Et si on arrive à créer quelque chose, une vraie bonne expérience, un bon moment, un temps pour toi, ça aussi c'est quelque chose qui est important dans la formation aujourd'hui, un temps pour toi. Un temps pour toi, tu sais qu'il va rien se passer, même si tes mails vont s'empiler pendant la période. Et bien derrière, tu crées cette relation de confiance qui fait que derrière, tu arrives sur des taux d'absentéisme ou de retard ou de no-show qui sont zéro. Le problème, c'est de venir à la première. Parce que tous les formateurs de la Terre te diront que c'est canon et intéressant et inspirant et interactif. Et il y a pas mal de gens qui ont été déçus là-dessus. Et, euh, et du coup, bah, c'est peut-être ça notre principal frein, nous. C'est le fait de savoir qu'on va te vendre de l'interactivité et que tu vas te retrouver avec quelqu'un qui défile un PowerPoint. Je pense que c'est ça le principal ennemi, mais c'est en train d'évoluer. Ok, ouais, c'est super clair. Et ça m'évoque le fameux on aura les slides à la fin ou est-ce qu'il y aura un replay, tu sais. Ça, c'est intéressant parce que c'est des choses que tu peux bosser aussi. C'est-à-dire que quand les gens font ça, en général, c'est qu'ils ont loupé une partie. Et derrière, tu peux leur envoyer déjà. C'est-à-dire que moi, je trouve, enfin, nous, on envoie toujours nos contenus, Ouais. on est libre de droit parce que on se considère comme des passeurs de contenu, tu vois. Pas comme Mm. même quand c'est nos contenus, on les passe. Et la deuxième chose, c'est que souvent, si on faisait du suivi individuel, euh, bah, la personne, tu la recontactes. Alors, d'ailleurs, il arrive qu'on la recontacte. Tu la recontactes, tu lui demandes, tu vois, et elle est demandeuse en fait. C'est-à-dire que Mm. ce qui compte, c'est d'avoir cette envie de récupérer quelque chose, de rattraper quelque chose, tu vois. Hyper clair. Merci beaucoup pour tes réponses. On s'approche de la fin. On va faire un épisode un peu long, mais c'est super intéressant donc, et c'est passionnant. On Voilà. parle un peu de l'éducation des Alors, enfants. on va Comment avancer. on monte une école from scratch? Alors, Donne-nous le plan d'attaque. déjà, moi, ça a été une opportunité. C'est-à-dire qu'on s'était installé à Asnières on a vécu 4 ans à Asnières avec ma femme. Et en arrivant, on est tombé sur des gens qui voulaient lancer une école et qui nous ont demandé de prendre des responsabilités dans le projet. Ma femme, elle s'est mise sur la partie opérationnelle du lancement et moi, je me suis mis sur le côté
pédagogie, directeur de la pédagogie, enfin responsable de la pédagogie plutôt. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ça s'est fait en 4 mois. Donc ça peut aller très vite parce qu'il y a beaucoup de projets d'école aujourd'hui. C'était une école hors contrat. Donc hors contrat, c'est les formats qui permettent d'avoir le plus de latitude. Euh, voilà. On s'est lancé dans ce projet. Donc à titre personnel, mais c'est des choses qui nourrissent Seven, bien sûr. Avec mon associé Yaya Fala. On a pour ambition d'ailleurs de tout ce qu'on fait au niveau des entreprises, au niveau des écoles. Euh, on pense que ça a pour ambition de toucher tout le monde, donc y compris les écoles des petits. On a lancé en 4 mois. J'ai pris la partie pédagogie. Pour la partie pédagogique, voilà, on avait été choisi dans ce projet et on avait été approché parce qu'avec ma femme, on est un couple mixte, donc avec des nationalités et des religions différentes. Et ça permettait, le projet de cette école, c'est l'école Antoine Saint-Exupéry à Asnières. Le projet, c'était d'offrir une éducation de qualité aux enfants du nord d'Asnières, donc qui sont au niveau du carrefour des 4 routes, qui ont des conditions de scolarité qui sont pas terribles, avec des résultats au brevet qui sont bas, et de leur offrir une éducation de qualité. Et la grande idée pédagogique de ce projet, c'était de faire des classes de 12. Voilà. Il y a plein d'autres idées, hein, notamment l'accompagnement par une association Espérance Banlieue. Enfin, il y a pas mal d'autres idées qui mériteraient d'être, 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 euh, d'être expliquées. Mais moi, celle que j'ai trouvée formidable, c'est celle classe de 12. Et c'est amusant parce qu'en réalité, ça a été un pilote. C'est une école en 2015, ça a été un pilote pour les projets de Blanquer, en fait, qui derrière a repris cette idée et l'a appliquée aux petites classes de l'école. Et ça, l'avantage de la classe de 12, même si ça coûte 2 fois plus cher qu'une classe de 24, c'est que tu sens bien que quels que soient les 12 que tu as en face de toi, tu peux faire du sur-mesure, faire de la répétition, t'occuper d'eux et mettre en place des pédagogies sur mesure. Après, mettre en place une école, donc c'est un collectif. La difficulté, nous, qu'on a découverte, c'est que c'était un projet qui était très rapidement financier et ou immobilier. C'est-à-dire que le lieu de l'école a une incidence majeure sur les activités de l'école, sur la population de l'école, sur l'attractivité de l'école, sur tout. Et donc, le lieu, tu sens bien que le lieu de l'école, en fonction de où tu t'installes, ça va être plus ou moins coûteux. Donc, l'équation économique est assez complexe. Il y a beaucoup de bonne volonté. Nous, on pense que la méthode Seven, tu peux l'appliquer telle quelle. Mais après, on n'a pas envie de faire une méthode, enfin, peu importe la méthode, en fait, en réalité. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est de former les formateurs qui appliquent cette méthode ou n'importe laquelle, sachant que ça peut être évidemment l'éducation nationale, de façon à ce que eux-mêmes puissent avoir de l'impact sur la classe qu'ils ont aujourd'hui. Hyper clair. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer cette initiative que je trouve géniale. J'ai peu vu ça, de prendre une méthodologie du domaine corporate et de voir comment on peut le réadresser dans un domaine un peu plus, j'allais Il y a dire des liens très public. forts. Il y a des Ouais. liens très forts à faire entre les deux. Tu avais une des questions que j'avais vues dans ton Notion, là. C'était une question sur Ne dévoile pas toutes mes recettes non, mais secrètes. j'avais bien aimé. Où peut-on vous contacter? Et Bah oui. j'avais dit via LinkedIn ou via toi, mais j'ai mis dans nos locaux à Oberkampf. Ouais. On a des locaux qui sont agréables et on peut recevoir les gens. Enfin, d'ailleurs, on les reçoit. Mais je pense que la meilleure façon de se rencontrer, c'est ça. Et voilà, je voulais dire ça. Bon, bah c'est génial. Si tu fais les questions et les réponses, moi je vais juste écouter et prendre des notes, hein, Thomas. Entendu. Euh, j'ai ouais, une ou deux Vas-y. dernières questions à te poser. Le temps file, on essaie de garder des épisodes synthétiques, mais c'est passionnant. Question peut-être sur toi, comment toi tu apprends. On sent qu'il y a un gros bagage et que tu as rodé beaucoup de sujets. Comment tu te maintiens toujours à jour? Est-ce que tu as des moyens de faire de la veille? Est-ce que tu as même des routines d'apprentissage? Tu vois, on parlait du côté très routinier et du rythme, du tempo tout à l'heure. Est-ce que tu mets des trucs en place pour toi garder toujours un peu même si je pense que tu es pas mal occupé sur les sujets opérationnels, garder un peu la tête. C'est le super sujet. C'est le super sujet. J'ai deux métiers en réalité. J'ai le métier de formateur et le métier de chef d'entreprise. Et, euh, et je pense que le jour où je donnerai plus de formation, il faudra que j'arrête. C'est-à-dire que l'apprentissage, il se fait justement en gardant des formations. Je suis hyper content de te dire que je vais chez l'expert mercredi prochain. Je me suis gardé, je dirais en moyenne, un jour et demi d'animation. Je Par vais à Beyrouth. semaine?
par semaine. Je vais à Beyrouth une fois, une à deux fois par an. On a une formation d'entrepreneuriat là-bas. Comment la veille en éducation en pédagogie, c'est de continuer à garder des écoles avec des étudiants de 18, 19, 20, 21 ans. C'est aussi simple que ça. Et c'est amusant parce que beaucoup de gens d'ailleurs nous disent vous n'êtes pas focus, pourquoi vous continuez à aller dans des écoles alors que effectivement, si tu veux, les rémunérations sont des rémunérations d'école et ça prend pas mal d'énergie et il y a des copies à corriger, tout un tas de choses. Et en fait, la réponse, c'est celle-là, c'est que c'est de la veille. C'est que c'est moi qui apprends en réalité. C'est que je pourrais payer pour faire ces formations tellement c'est riche. Bon, on espère que des directeurs d'école nous écoutent. Après, on va lancer notre école Seven, c'est ça le vrai sujet. Et l'école Seven, Ah, ce sera soit de l'accompagnement pour toutes les écoles, mais là d'ailleurs, on a un super projet qui a été lancé, c'est Bicos. C'est des formations pour former les chief of staff. Je sais pas si tu as vu passer, mais ouais. former les chief of staff, bah voilà, on attaque les métiers les uns après les autres en faisant une formation condensée, hyper opérationnelle. Derrière, c'est un métier qui attire, qui est assez excitant, qui est assez nouveau, qui est assez stratégique. Et on donne toutes les clés, toutes les compétences et derrière tout le réseau pour devenir chief of staff. Et ça, on pourrait envisager plus tard de le faire pour devenir coiffeur, maçon, à tous les métiers. Hein. Super clair. Merci beaucoup. Merci Thomas. C'était passionnant. Alors, du Merci coup, Baptiste. les deux dernières questions, t'as déjà fait. Il y en a une, t'as déjà fait la question et la réponse. Où te contacter. Donc, j'ai bien entendu LinkedIn. Via moi ou dans vos locaux. On Yes, mettra le lien Google Maps en description de l'épisode. excellent. Dernière question que je pose un petit peu à tout le monde. Est-ce qu'il y a une personne de ton réseau qu'on pourrait convier à ce rendez-vous, venir partager sur des sujets learning, Je pense des que gens avec qui tu j'ai un travailles, mentor. des clients, ouais, dis-moi. C'est un mentor. Je sais pas s'il va prendre le mot, mais disons que c'est un garçon extrêmement inspirant qui s'appelle Joe Sejan. Joe Sejan, c'est un garçon que j'ai rencontré à Reims quand je donnais des formations, quand je faisais mes premiers cours, quand je travaillais chez L'Oréal et que j'avais commencé à donner des cours. Et Joe, il habite à Dubaï, il est devenu formateur, il fait des podcasts aussi. Et c'est un garçon qui a conçu toute une logique sur le côté, en fait, sur le côté conversationnel des relations et pas transactionnel, tu vois. Et je trouve ça passionnant. C'est-à-dire le côté, tu vois, sur la vente, par exemple, il explique que et c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, et c'est d'ailleurs le seul message que je portais à mes étudiants, enfin, s'il devait y en avoir qu'un seul, c'était que la vente est la conséquence d'une bonne relation, tu vois. Mais de façon systématique, de façon dans, dans le temps, tu vois. La Ouais. vente, la conséquence d'une relation de confiance. On revient sur le sujet du Euh, rythme et du tempo. Hein. ah bah oui, mais absolument. C'est bien le problème, c'est qu'on a trouvé quelque chose de formidable. Ok, bah écoute, on va lui faire partir une petite invitation pour qu'il se joigne à nous. J'en profite pour remercier Joseph, qui est invité d'un précédent podcast qui nous avait mis en contact. Donc merci beaucoup Joseph. Thomas, il me reste à te remercier une dernière fois. C'était passionnant et je pense qu'en 50 minutes à peu près, on a couvert, alors pas tout le sujet, non, c'est pas la volonté, mais on a déjà une bonne idée de ce que vous faites, des principes et surtout des bonnes recettes, je pense aussi, pour s'inspirer quand on a des programmes learning à lancer dans son organisation. Donc merci infiniment pour ça. Il me reste à souhaiter une bonne suite de journée à nos auditrices et nos auditeurs qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés jusqu'ici, et à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. Merci encore une fois, Thomas, et à bientôt. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.